Bonjour, c'est Mathieu Charrier. Aujourd'hui, je voudrais vous faire découvrir un épisode hors série de mon émission Clap. À l'occasion de la sortie des Croods 2, je vous propose d'en découvrir plus sur DreamWorks, à l'origine de ce film d'animation. Les studios sont situés aux États-Unis, en Californie précisément, mais vous verrez, ils emploient de nombreux Français. À tout de suite. Le 7 juillet, les Croods sont de retour au cinéma. Ils vont devoir relever le défi de l'ère moderne. C'est quoi ce truc? Nous appelons ça une fenêtre. Une fenêtre. Je ne sais pas si les hommes des cavernes ont leur place dans le monde moderne. Les Croods 2, une nouvelle ère, le 7 juillet au cinéma. Tu as vu, Phil, ils dorment les uns sur les autres. Oh, trop bien. Ouvre grand tes oreilles, panda. Skadouche. La France est une pépinière à jeunes talents dans le domaine de l'animation, notamment grâce à de prestigieuses écoles comme celle des Gobelins, on y reviendra. C'est donc tout naturellement que les grands studios américains viennent y piocher une bonne partie de leur équipe, et c'est le cas des studios DreamWorks qui comptent toujours plus de Français dans leur rang. Alors pourquoi, comment intègre-t-on DreamWorks? Quelle formation faut-il suivre? Pour quelle carrière? Réponse à travers les témoignages de 3 franchises de chez DreamWorks. Pierre-Olivier Vincent, production designer, Laurent Canero, animateur, et Ludovic Bouanchot, directeur d'animation. C'est parti. Écoute, petite Anne, je suis un ogre. Ah, j'ai peur qu'il ait l'air monstre horrible. On devrait peut-être leur dire qu'il n'y a plus d'essence dans le bateau. Non, on leur fait coucou, les petits gars. I like to move it, move it. You like to move it. On est des vikings, ça fait partie des risques professionnels. DreamWorks, 25 ans d'aventure. Épisode spécial, les franchises de DreamWorks. Mathieu Charrier. Bienvenue à Glendale, petite ville de la banlieue nord de Los Angeles. C'est ici, dans le cimetière de Forest Lawn, qu'est enterré Walt Disney, le créateur de Mickey et de tant de dessins animés cultes. Et c'est aussi ici, à Glendale, que se sont installés les studios de son concurrent numéro 1, DreamWorks. Je veux de l'émotion, du suspense, de l'angoisse. Fais-nous vibrer. Côté architecture, imaginez un campus américain avec des bâtiments de plein pied, couleur ocre, dans un style très latino, très mexicain. Hola, amigo. Tremblez si vous êtes cap. Des allées bordées d'arbres avec des plans d'eau et des fontaines. Et au centre de toute cette verdure, une cantine. Ça n'a l'air de rien, et pourtant ça a son importance, explique Pierre-Olivier Vincent. On a quand même un campus qui est très très agréable, donc on mange toute l'année pratiquement dehors sur des tables. C'est très très important ce sens en fait de communication et de communauté dans les studios américains, et je pense que Jeffrey, ayant appris beaucoup de choses de Disney quand il a créé DreamWorks avec ses copains, il a essayé de recréer un petit peu cette espèce de campus où au centre en fait la cantine sert un petit peu de lieu d'échange, de communication, de rencontres. Enfin moi j'ai trouvé ça génial pendant des années, j'y suis encore et c'est quelque chose que j'apprécie régulièrement. Une effervescence culturelle, voilà ce qu'a voulu Jeffrey Katzenberg lorsqu'il a créé DreamWorks. Et c'est réussi, à en croire Ludovic Bouanchot. DreamWorks, c'est vraiment une compagnie où il y a énormément de Japonais, de Coréens, on a beaucoup d'Italiens, il y a vraiment énormément de cultures. C'est un studio qui a vraiment été basé sur embaucher énormément de cultures différentes. Donc il y a au final assez peu d'Américains. Mais oui, il y a quand même une culture française qui est, on va se retrouver le midi. Tu peux voir les tables en fait réunies avec les Français d'un côté, les Italiens de l'autre. Si ce n'est pas les départements qui se retrouvent, c'est-à-dire tous les animateurs ensemble à discuter d'animation, ça va être souvent par culture en fait, voilà. Mais alors, à quoi doit-on la présence d'autant de Français dans ce hub culturel ? Eh bien, il faut remonter aux origines de DreamWorks. Vous avez peut-être déjà écouté les 3 épisodes que nous avons consacrés à l'histoire du studio. Si c'est pas le cas d'ailleurs, je vous conseille d'y jeter une oreille. Mais petit rappel. Dans les années 90, Steven Spielberg est aux commandes de son propre studio d'animation, basé à Londres, Amblimation, quand il décide, avec l'ancien numéro 2 démissionnaire de Disney, Jeffrey Katzenberg, et le magnat de l'industrie musicale, David Geffen, de fonder le studio DreamWorks. Il ferme Amblimation. Je vous donne l'ordre de vous arrêter, petit ouvrier. Hé, hors de la colonie, vous n'avez pas d'ordre à me donner. Il rapatrie donc à Los Angeles tous les animateurs du studio londonien, un studio qui, avec la proximité de Paris, employait déjà de nombreux Français, à commencer par le directeur de l'animation, Christophe Serrand. Petit aparté, Christophe Serrand est presque une légende là-bas, la preuve, Geppetto dans Shrek 4. Eh bien, c'est lui. Et ça là, c'est censé être quoi? Un pauvre vieillard traumatisé. C'est ton père peint en vert. Non, c'est Shrek, juré. Enfin, c'est lui transformé en personnage de dessin animé. Ça pose son nom.
Et c'est donc tout naturellement que lorsque Christophe Serrand doit à son tour recruter, eh bien il se tourne vers l'école d'où il vient et où il connaissait déjà du monde. L'école des Gobelins. Fondée en 1975, elle a beau être installée dans le 13e arrondissement parisien, à plus de 9000 km de Glendale donc, c'est ici que les recruteurs de chez DreamWorks viennent régulièrement faire leur marché. Retour d'expérience avec Laurent Canero. À l'époque, dans les écoles les plus importantes, ils venaient au moment des jurys pour, quand on présente son projet de fin d'année, son petit court-métrage, et directement, s'ils voyaient des courts-métrages qui tapaient à l'œil, comme ça, ils parlaient avec les étudiants sur place, et ils créaient une connexion, et puis ils leur proposaient quelque chose. Les chasseurs de tête de DreamWorks écument donc les festivals du monde entier, et intègrent les jurys d'école pour dénicher leurs futurs talents. J'appelle ça une cervelle. Je suis presque sûr que c'est de là que viennent les idées. Papa, j'ai pas de cervelle. Et les Gobelins, c'est la meilleure école de cinéma d'animation du monde. Ce n'est pas moi qui le dis, mais le réputé classement du site Animation Career Review, ou encore le Figaro étudiant. L'école affiche d'ailleurs un taux d'insertion professionnelle remarquablement élevé. Sur 100 diplômés, 88 trouvent un travail dans les 6 mois. La sélection est donc drastique. Seuls les Vikings les plus valeureux tentent leur chance. Ceux qui sont choisis sont déjà les meilleurs et la formation leur permet de le devenir encore plus. Mais l'école ne fait pas tout. Ludovic Bonchot. Il a fallu faire mes preuves sur le terrain au studio, parce que j'étais sorti de l'école avec bien sûr une bonne éducation en animation, mais même si c'est Gobelins et même si c'était une super école et que j'ai appris énormément, on arrive sur le terrain dans un gros studio comme DreamWorks ou n'importe quel autre studio avec des professionnels qui font ça depuis 5, 6, 10 ans et on réapprend tout en fait. Je vais être honnête, je suis arrivé, je pensais m'en sortir et puis j'ai réalisé qu'il fallait que je réapprenne tout quasiment. Rien n'est mieux les enfants que d'apprendre sur le tas. Autre élément de compréhension, la France, et plus largement l'Europe d'ailleurs, possède une vraie culture de l'animation. Et ça, ce n'est pas un hasard. Pierre-Olivier Vincent. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de films pour les enfants qui parlent de contes de fées. Il était une fois, il y a fort longtemps, une jolie princesse au minois charmant. Non mais comme si ça existait des trucs pareils. Non mais tu parles d'un... C'est vrai que beaucoup de ces contes de fées trouvent leurs origines dans la littérature européenne. Mais je pense qu'il y a aussi une attitude particulière quant à la création des images qui vient d'un apprentissage européen. Ça vient aussi quand même d'une culture de l'image relativement vive en Europe. Je pense que ça vient aussi du fait que les pays sont très proches les uns des autres et s'influencent, et ça fait quand même un espèce de vivier d'artistes qui en fait sont très très mobiles, s'adaptent très très rapidement à des styles très très différents. On fait de l'animation, mais l'animation c'est pas que du cartoon, il y a quand même beaucoup de degrés de stylisation et de caricature dans le dessin, et je pense que cette espèce de flexibilité permet de créer un environnement artistique assez actif et mobile en fait. Laurent Canero. C'est toujours difficile à dire, on a effectivement un style, une culture, c'est particulièrement notre génération, on a baigné dans le dessin animé à une époque, voilà, le Club Dorothée et tous ces trucs-là qui font qu'on a eu de tout. On a pu voir du Disney, on a vu beaucoup de dessins animés qui venaient du Japon et on avait nos propres films en France. Donc on a un éventail qui est très large finalement et qui nous donne peut-être ce petit truc qui nous permet d'avoir des idées nouvelles, on n'est pas enfermé dans un style, voilà, on a vu beaucoup de choses. Et notre éventail est grand et on peut apporter des choses en plus. Un grand éventail de connaissances, de références et finalement, au Gobelins comme dans les autres formations françaises, un enseignement qui met la polyvalence à l'honneur, contrairement à ce qui se pratique aux États-Unis par exemple. Ludovic Bonchot. La manière dont ils le font aux États-Unis pour vraiment faire du long métrage, c'est que les gens sont extrêmement spécialisés. Donc par exemple, au jour le jour à DreamWorks, je ne fais que de l'animation. On va jamais me demander de faire du storyboard ou du character design ou des choses comme ça parce que on a des gens qui sont embauchés spécialement pour faire ça. Là où vraiment, je trouve que, en tout cas par rapport à ce que j'ai appris moi à l'école, que ce soit à Gobelins ou à l'école que j'ai faite avant, qui était l'ECV à Bordeaux, j'ai appris de tout en fait. J'ai vraiment appris l'intégralité des compétences entre guillemets. Je ne pourrais clairement pas faire un personnage en modeling aujourd'hui en production parce que j'ai pas appris assez pour ça, mais on a une vision un peu plus générale et du coup on a une vision plus globale de l'industrie. Les animateurs Made in France ont donc, de par leur formation, cette capacité à mieux appréhender la construction d'un film, à mieux comprendre les différentes étapes de création. Pierre-Olivier Vincent. Le travail de l'animation, il faut bien comprendre que c'est d'abord un travail d'équipe. Même si je vous donnais un caractère, un personnage, ça serait malgré tout le fruit d'énormément de discussions, de questions à un réalisateur, des producteurs, etc. Donc on peut discuter beaucoup de Dragons, par exemple, où en fait il y a des personnages qui ont subi de très très grandes réformations. Moi j'ai été impliqué dans des discussions sur les personnages de Toothless, qui s'appelle Croque-Mou, je crois en français, et de Hiccup, qui s'appelle Harold. Ce sont des personnages
personnages qu'on a designés pendant 4 années avant de vraiment commencer à trouver leur forme finale, en fait. Faudrait que t'arrêtes un peu d'être ça. Mais là, c'est moi tout entier que tu montres. Ouais, c'est ça. Arrête d'être toi tout entier. Chaque film d'animation, chaque production est comme une petite entreprise dans l'entreprise, un groupe de personnes qui bossent ensemble avec leur propre organisation, en mode projet, avec à leur tête le réalisateur qui donne la couleur finale au film. Laisse-moi faire, c'est moi qui gagne. Allez, vas-y, ça me fait plaisir. C'est comme ça chez DreamWorks, comme dans tous les grands studios d'animation. Enfin presque. Laurent Camero. On est un studio un peu particulier parce qu'on a très peu de gens qui travaillent sur un film, contrairement à d'autres studios. On est entre 30 pendant la plus grosse partie du film et des fois on est un petit peu plus à la fin pour aider, pour finir, si jamais on est trop en retard. Mais ouais, 30, 35, c'est assez régulier et ça, c'est en réalité une petite équipe par rapport à d'autres studios qui peuvent en avoir 80. Et je trouve ça avantageux d'être peu nombreux parce que du coup ça veut dire que notre participation est plus grande, on anime beaucoup plus, on peut animer 2-3 minutes du film, ça peut paraître peu quand je dis ça, mais quand on anime, le processus est très long et animer 3 minutes, c'est vraiment beaucoup pour un film. Donc c'est intéressant, on a l'impression d'avoir participé beaucoup plus au film. Le processus d'animation est très long. Effectivement, prenez une séquence complexe comme la scène de la bataille sur le pont dans Kung Fu Panda par exemple. Voilà enfin un adversaire à ma taille. Notre combat sera à jamais inscrit dans la légende. Elle a mobilisé jusqu'à une douzaine de personnes pendant 6 mois. Tout ça pour une séquence qui dure à peine 5 minutes à l'écran. Et puis chaque projet nécessite beaucoup de recherche. Sur Kung Fu Panda, par exemple, les équipes d'animation ont dû étudier la façon particulière de bouger des pandas, mais aussi l'univers du Kung Fu. Je suis fou de Kung Fu! Pour Dragon, c'était les reptiles, les crocodiles, mais aussi les mouvements d'ailes des aigles, par exemple. Ludovic Bonchot, lui, a beaucoup travaillé pour la création d'Abominable. J'ai travaillé sur Abominable, qui était le film avec Everest le Yeti et Yi. C'est toi qui as fait ça, Yi, toute seule. C'est vrai, j'ai fait ça. J'ai passé quasiment 2 ans et demi sur ce film-là, donc j'étais vraiment au tout début de la pré-production à développer les personnages et j'étais en charge de Yi, donc qui était assez particulier parce que du coup c'est un personnage féminin et je suis pas une fille, donc c'est déjà un challenge et surtout l'aspect musical du film avec la volonté de la réalisatrice qui voulait vraiment le personnage qui joue du violon et vraiment avoir un côté musical vraiment exact. Et du coup, pour ce film-là, je me suis dit, bon allez, j'y connais rien vraiment en musique, je n'ai jamais appris la musique, je sais absolument pas comment on joue d'un instrument, et surtout pas du violon. Et du coup, j'ai pris 1 an de classe, j'ai appris le violon pour ce film-là, pour pouvoir le faire en animation. Et vraiment, je l'ai vraiment honnêtement fait pas parce que je me suis dit, ça fera bien dans les magazines, mais je me suis juste dit, j'en ai besoin pour le comprendre. En fait, j'avais vraiment un besoin de comprendre ce que j'allais animer, et puis aussi le fait que, en tant que superviseur, j'allais être obligé de pouvoir guider les animateurs, en fait, sur le film et de les aider. Donc voilà, donc j'ai fait ça pendant 1 an et je pense que ça reste probablement l'une des expériences, en tout cas à DreamWorks, où j'ai été le plus attaché à un personnage. Vous doutez encore du fait que fabriquer un film d'animation, ça demande de l'énergie, de l'investissement, bref, que ça prend du temps? Demandez à Pierre-Olivier Vincent. J'ai principalement supervisé la saga Dragon. C'est une saga qui s'est étendue sur à peu près entre 13 et 14 ans pour moi. Même si chaque film n'a pas été dans sa production aussi long que ça, mais disons que moi quand j'ai commencé à travailler sur Dragon, c'était en 2005, début 2005. Le premier film a été très très difficile à faire, très long. Il y a eu une production d'à peu près 5 années. Ensuite, il y a eu un moment un petit peu de relâche où on attendait de savoir si justement on allait avoir le feu vert pour faire un 2e épisode, ce qui a été le cas. Parodin, ça a été dur. J'ai failli perdre espoir alors que tu faisais ton viking de chemin. Oh, Thor tout puissant. Oh. Et donc ensuite, le 2e film a pris 2-3 ans, et pareil pour le 3e. Donc à chaque fois, ça dure assez longtemps en fait. Je veux dire, c'est quand même l'animation. Il faut quand même se rendre compte que c'est vraiment une entreprise tout à fait unique en fait dans le cinéma, parce que c'est tellement compliqué, il y a tellement de gens qui travaillent sur le film. Des films qui prennent du temps à fabriquer et qui coûtent donc de l'argent. Chaque production DreamWorks a un budget compris entre 100 et 200 millions de dollars. Ces films représentent des enjeux énormes.
et pourtant chacun peut y apporter sa touche personnelle. Laurent Canero. Alors à DreamWorks, je trouve qu'on a pas mal de liberté. Évidemment, ça dépend toujours du film sur lequel on travaille, du réalisateur avec lequel on travaille. On a plus ou moins de flexibilité, mais de manière générale, avec tous les films que j'ai fait là-bas, je peux dire que quand même on est assez libre. On peut proposer des idées. Évidemment, on doit suivre l'histoire. Dans un plan, on doit communiquer quelque chose d'important. Le réalisateur nous dit toujours ce qu'il veut avant, et il nous dit ce que le plan doit dire, mais au-delà de ça, après on peut vraiment apporter nos idées, proposer des choses, même quand on a la chance d'être dans la phase de développement des personnages, on peut tout à fait carrément donner des idées sur une touche que peut avoir le personnage, et après ils vont l'incorporer dans l'histoire. Dans les Croods 2, où d'un moment il y a une scène où ils essaient, entre Guy et Hip, d'allumer un feu avec des pierres, donc ils sont amoureux, ils sont un petit peu gaga l'un avec l'autre. Je m'appelle Guy. Guy? Toi, t'es qui? Hip. Je t'explique, Hip, le monde est fini. Quoi? J'appelle ça la fin. Et Guy, il est tellement gaga qu'il a sa tête qui tombe, il n'arrive même plus à supporter le poids de sa tête. Bon, ça, c'est une idée que j'ai mis dans le plan, qui n'était pas du tout prévue. Et quand je l'ai montré, ils ont rigolé. Ils ont dit, oh, c'est complètement farfelu, mais c'est trop bien, on le garde, quoi. Et puisqu'on parle des Croods 2, le studio a évidemment lui aussi été impacté par le confinement que l'on vient de vivre. Et ces Croods 2 ont donc été fabriqués d'une façon un peu particulière. Et sur Croods 2, c'est mon dernier souvenir, puisque c'était sur ça où j'étais. Je sais pas si je veux dire c'est mon meilleur souvenir autre, mais ça va me marquer parce que ça s'est passé pendant la pandémie. Donc on a commencé au studio et on a fini à la maison. Et donc forcément ce film-là me restera en tête. Et parce que ça s'est très très bien géré en réalité. Voilà, je pense que je garderai en tête celui-ci. Aujourd'hui, les cinémas sont à nouveau ouverts. Et les Croods 2, maintes fois reportés, peuvent donc enfin sortir de leur grotte. L'occasion de découvrir ou de redécouvrir sur grand écran le savoir-faire made in France de tous ces franchises qui font le bonheur des studios DreamWorks. Et le nôtre, évidemment. Quelle journée. Non mais franchement, c'est formidable. Je ne vois pas ce qu'on pourrait rêver de mieux. Just before the dawn, when the light's still gone, shine your way. Voilà, c'est la fin de notre épisode spécial consacré aux franchises de chez DreamWorks. Merci à eux et en particulier à Ludovic Bouanchot, Laurent Canero et Pierre-Olivier Vincent. Quant à moi, je vous donne rendez-vous évidemment dans un prochain numéro hors série de Clap. À très bientôt. Oh, il va falloir que j'aille dormir. Ouais, il se fait tard. t'as raison. D'accord. On a bien causé. Ouais. Il faudra qu'on remette ça. Je te retrouve à la maison. Super. Merci d'être passé. Je suis content d'être passé. Bon, bonne nuit.